Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la première course par étapes française World Tour de l'année, Paris-Nice. Dans l'idéal, j'aurais aimé à la fois vous parler de l'édition 2020 de Paris-Nice et de son histoire. Mais avec le coronavirus, beaucoup de choses font qu'il est difficile de parler de l'édition 2020 avant le début de la course, ce qui fait que je préparerai une autre vidéo pour l'édition 2020 où je pourrai vous donner toutes les informations qui seront correctes et vérifiées. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Paris-Nice. Dans un premier temps, je vais vous parler de sa création et des évolutions de la course dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Je vous parlerai aussi des événements qui ont pu marquer la course de sa première édition jusqu'à l'édition 2020. Dans un second temps, je vous parlerai de l'homme qui a laissé une trace indélébile sur la course. Il s'agit de celui qui a remporté le plus de fois Paris-Nice. Je vous parle bien sûr de l'Irlandais Sean Kelly. Enfin, je ferai le tour de quelques données statistiques pour que vous puissiez en savoir plus sur la course et le palmarès de l'épreuve. Tout commence en 1933, lorsque Albert Lejeune, directeur des journaux Le Petit Journal à Paris et Le Petit Niçois à Nice, décide d'organiser une course afin de promouvoir ces deux médias. Pour lui, la promotion de journaux ne peut se faire que par une course cycliste. Il s'est notamment inspiré du Tour de France et du Tour d'Italie. Mais ces deux courses sont quand même très longues. Et Albert Lejeune décide à l'époque de se calquer sur deux autres courses qui sont en vogue, qui sont le Tour de Catalogne et le Tour de Pays Basque, qui se déroulent à l'époque sur 8 jours. Albert Lejeune, lui, choisit de créer sa course sur 6 jours pour prolonger la saison hivernale et rappeler à l'époque les courses de 6 jours sur piste qui sont très prisées par le public. C'est alors que Paris-Nice est créée et elle prend le nom des 6 jours de la route. À sa création, le maillot de leader est azur et or, le bleu azur pour rappeler la Méditerranée et l'or pour rappeler le soleil niçois. Nous sommes donc en 1933 et la course acquiert une petite notoriété jusqu'à être freinée par la Seconde Guerre mondiale et les éditions entre 1940 et 1945 seront annulées. C'est alors en 1946 que le journal Ce Soir décide de reprendre les rênes de l'organisation de la course avec un maillot de leader qui sera vert. En 1951, le maire de la ville de Nice, Jean Médecin, demande à réorganiser l'épreuve. Pour lui, elle a un aspect très important puisqu'elle peut promouvoir la Côte d'Azur. Et en plus de ça, elle peut désormais permettre aux coureurs de venir préparer les classiques de printemps en profitant du beau temps niçois. L'épreuve s'appelle alors Paris-Côte d'Azur et le maillot jaune reprend ses droits. Il faudra attendre 1954 pour que la course obtienne le nom définitif de Paris-Nice. Cette appellation sera amenée à être rechangée quelques fois, notamment en étant appelée Paris-Nice-Rome ou alors encore Paris-Saint-Étienne-Nice, mais elle finira par se réappeler Paris-Nice une bonne fois pour toutes. Nous remontons un peu le temps et nous nous arrêtons à Paris-Nice 1966. Et c'est là pour la première fois où je vais m'arrêter sur une édition et je vais pouvoir vous parler de ce qui s'est passé entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil. À cette époque-là, beaucoup de monde attendent n'importe quel duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Mais sur cette épreuve, Jacques Anquetil est donné largement favori puisqu'il a gagné 4 éditions de Paris-Nice précédemment, alors que Raymond Poulidor n'est lui jamais monté sur le podium de la course au soleil. L'épreuve se déroule et vient alors un contre-la-montre de 35 km en Corse. Et nul n'est sans savoir que Jacques Anquetil est la référence dans l'épreuve chronométrée et qu'il semble évident qu'il va prendre l'ascendant sur son adversaire Raymond Poulidor. Or, Raymond Poulidor colle 35 secondes à Jacques Anquetil sur l'épreuve chronométrée, c'est une surprise pour tout le monde. À ce moment, il reste encore 2 étapes et l'équipe Ford de Jacques Anquetil veut absolument récupérer le maillot jaune à l'équipe Mercier de Raymond Poulidor avant l'arrivée à Nice. L'équipe d'Anquetil a le couteau entre les dents et finira par faire craquer durant la dernière étape toute l'équipe de Raymond Poulidor ainsi que le maillot jaune. Une attaque à 35 km de l'arrivée fera craquer définitivement Raymond Poulidor et mènera Jacques Anquetil vers le titre à Nice. Mais ce qui marqua définitivement cette édition 1966 de Paris-Nice est que l'équipe Mercier, à la fin de l'épreuve, accusa l'équipe Ford d'Anquetil de les avoir très fortement bousculés durant la course jusqu'à envoyer Barry Hoban, un des coéquipiers de Raymond Poulidor, dans le fossé, ce qui l'a contraint à l'abandon. Cette affaire prend une si grande ampleur qu'une enquête est ouverte et ce n'est qu'à la fin de l'enquête qu'on apprendra
que les résultats du Paris-Nice 1966 ne seront pas homologués. Avançons, si vous le voulez bien, de 18 années pour se retrouver en 1984. Cette édition, et notamment sa 5e étape, sera marquée par un des gestes les plus surprenants d'une des légendes du cyclisme français. En effet, le 12 mars 1984, l'étape entre Miramas et la Seine-sur-Mer passe par le col de l'Espigoulier. À 40 km de l'arrivée, la course est bloquée par un barrage de manifestants. Lorsque le peloton se présente, un manifestant coupe la route et barre le passage à Bernard Hinault, qui tombe et se relève en mettant un coup de poing aux manifestants. Dès lors, la course repart. Ce geste d'humeur, retransmis à la télé et diffusé dans les journaux télé, marquera la population et restera dans les mémoires. Paris-Nice a vécu, comme beaucoup d'autres courses aussi, des départs délocalisés. Alors oui, aujourd'hui Paris-Nice part de régions parisiennes, comme cette année de Plaisir. Mais c'est arrivé par le passé que la course ait connu des départs beaucoup plus excentrés. Par exemple, en 1982, Paris-Nice fera son seul départ de son histoire à l'étranger, avec un prologue en Belgique, à Lunel. On retrouvera aussi, en 1996, un départ de Châteauroux, dans l'Indre, qui est quand même placé à presque 300 km de la capitale française. Avançons de quelques années, nous nous retrouvons en 2002. Et en 2002, Amaury Sport Organisation, plus connu sous le nom d'ASO, devient l'organisateur officiel de la course. C'est aussi, comme beaucoup le savent, l'organisateur du Tour de France et ils viendront sceller le sort des maillots distinctifs avec le jaune pour le classement général, le vert pour le classement par points, le maillot à poids pour le classement de la montagne et enfin le maillot blanc pour le classement du meilleur jeune. C'est un copier-coller du Tour de France. Il faut quand même noter que le maillot jaune de leader a une petite bande blanche qui vient traverser le maillot entre le col et le haut du sponsor. Je vais vous parler maintenant du dernier fait marquant de l'histoire de Paris-Nice que j'ai décidé de sélectionner. Il s'agit de la mort du coureur kazakh de la Cofidis, Andrei Kivilev, en 2003. Le coureur de l'équipe française tombe dès la 2e étape entre La Clayette et Saint-Étienne lors d'une descente où il ne porte malheureusement pas de casque. Il succombera malheureusement au suite de ses blessures et laissera tout le peloton en deuil. L'étape qui suivra sera annulée et 2 jours plus tard, son compatriote Alexandre Vinokourov lui fera un bel hommage en remportant une étape en son honneur. Désormais, parlons de l'homme qu'on est obligé d'associer à Paris-Nice lorsqu'on parle de lui, même s'il a eu d'autres victoires magnifiques durant sa carrière. Il s'agit de l'Irlandais Sean Kelly, qui, en plus d'avoir remporté 7 fois Paris-Nice, a eu le luxe de la remporter 7 fois d'affilée entre 1982 et 1988. Lorsqu'on demande à Sean Kelly quelle est sa plus belle victoire sur Paris-Nice, évidemment, comme beaucoup de coureurs, il explique que c'est sa toute première, en 1982. Lors de cette édition, il affronte dans un duel acharné le Français Gilbert Duclos-Lassalle, qu'il considérait comme le favori à l'époque. Malgré cela, il remporte 4 étapes et ravit le maillot jaune à Gilbert Duclos-Lassalle lors de la dernière étape. À partir de ce moment-là, Sean Kelly est intouchable lors de toutes les éditions qui vont suivre jusqu'à 1987 où, malgré sa victoire, il estime que c'est sa plus dure de toutes. Lors de l'édition 1987, son principal adversaire est aussi irlandais, il s'agit de Stephen Roche. Et Stephen Roche est dans la forme de sa vie puisqu'en 1987, c'est l'année de son triplé Giro, Tour de France, Championnat du Monde. Et il convient détrôner le roi Sean Kelly sur sa course Paris-Nice. Tout se déroule bien pour Stephen Roche jusque dans la dernière étape où il crève dans la dernière montée et laisse filer Sean Kelly avec plus d'1 minute 30 d'avance juste avant le contre-la-montre sur le Col d'Aise. Et le chrono du Col d'Aise sur Paris-Nice, Sean Kelly, c'est sa spécialité. Malgré cela, Stephen Roche, avec toute la hargne engrangée durant l'étape précédente, parvint à gagner le chrono d'1 seconde devant Sean Kelly. Malgré cette réaction d'orgueil, Sean Kelly remportera bien cette édition 1987 de Paris-Nice, avant de remporter aussi celle de 1988. En 1989, il s'alignera sur Tirreno Adriatico pour bien signifier à ses concurrents qu'il sera parti de Paris-Nice en vainqueur incontesté. Passons désormais aux statistiques avec le nombre de victoires au classement général. Avec 3 victoires finales, le néerlandais Joop Zoetemelk occupe le 5e rang, avec des victoires en 1979, 1974 et 1975. Le français Laurent Jalabert, lui aussi, a remporté 3 victoires, en 1995, 1996 et 1997.
En troisième position, avec 3 victoires au classement général également, se place le Belge, le cannibale, Eddy Merckx. Lui a remporté les éditions 1971, 1969 et 1970. Le second au classement est le Français Jacques Anquetil, qui lui a remporté les éditions 1957, 1961, 1963, 1965 et 1966. Enfin, en première place, comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'Irlandais Sean Kelly avec 7 victoires, toutes entre 1982 et 1988. Pour ce qui est des victoires d'étape, les Belges sont clairement en haut du classement. En cinquième position, on retrouve Eric Clément avec 10 victoires d'étape entre 1969 et 1975. Freddy Maertens, quant à lui, a remporté 11 victoires d'étape en 2 éditions entre 1976 et 1977. En troisième position, un autre Belge se démarque, il s'agit de Rick Van Looy avec 11 victoires d'étape entre 1960 et 1967. Sean Kelly, quant à lui, a remporté ses 14 victoires d'étape durant ses 7 victoires au classement général entre 1982 et 1988. À la première place du classement, on retrouve l'ogre du cyclisme, Eddy Merckx, qui lui a remporté toutes ses victoires d'étape au nombre de 22 entre 1967 et 1977. Paris-Nice, c'est aussi une histoire d'écart très faible à l'arrivée au classement général. On compte pas moins de 10 éditions qui se sont terminées avec 10 secondes ou moins d'écart entre le premier et son dauphin. En 1973, 2016 et 2019, l'écart entre le premier et le deuxième était seulement de 4 secondes. En 2008, Davide Rebellin remporte Paris-Nice devant Rinaldo Nocentini pour seulement 3 secondes. Enfin, le plus petit écart en 2017, le Colombien Sergio Henao de la Sky devance le pistolero Alberto Contador de seulement 2 petites secondes. C'est tout pour moi pour cette vidéo qui retrace en très grande ligne l'histoire de Paris-Nice. Bien sûr, il y aurait eu énormément d'autres choses à dire, mais j'ai essayé de vous sortir des éléments qui me semblaient importants à raconter. Et si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez rajouter d'autres événements qui vous ont marqué durant Paris-Nice dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et pourquoi pas un commentaire. Je suis très impatient et très intéressé de savoir quels sont vos retours sur cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce format et ce que je vous ai raconté vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.